fait. Merci pour cette invitation. Alors moi non plus, j'ai pas répondu aux questions et j'avais pas compris qu'il fallait dire que tout allait bien parce que, euh, comme vous le savez quand même, il y a beaucoup de mouvements sociaux dans les lycées professionnels et ça fait déjà quand même plus de 2 ans. Et là, il y a encore des grèves annoncées et j'ai fait une vingtaine d'interviews tellement ça a attiré l'attention des médias qui d'habitude se moquent à peu près de l'enseignement professionnel et là, ça les a alertés. C'est dire que ce sont des mouvements sociaux importants, hein, même les familles s'y sont mises. Bon, après, c'est zéro résultat, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une certaine agitation, donc je ne vais pas dire que tout va bien. Pour revenir aussi sur les CPC, donc ces commissions professionnelles consultatives, non, c'est pas, il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale, il a été pionnier, hein, pour imposer des commissions professionnelles consultatives, donc en 46 puis en fait en 48 sous la forme qu'elles ont connue pendant longtemps, puisqu'il y a un décret de 72, hein, qui a imposé des CPC à tous les ministères certificateurs, sauf qu'il a été mal appliqué, puisque seul le ministère du Travail et celui de l'Agriculture s'y sont conformés et pas les autres. Et puis il y a la loi de 2002, la loi de modernisation sociale de 2002, qui impose, là pour le coup, vraiment de manière autoritaire, des CPC à tous les ministères certificateurs, il y en avait 14 à l'époque, et elle conditionne l'octroi du label de l'État à l'existence de CPC. Donc là, les ministères se sont mis, enfin, se sont évertués à mettre en place des commissions partout, et c'est parce qu'elles sont devenues très nombreuses et que ça posait des tas de problèmes d'organisation et de représentation des syndicalistes. Alors moi, c'était moins vrai pour les représentants des organisations patronales, mais pour le syndicaliste, c'était un vrai problème, hein. Voilà, d'être présent partout. Et donc depuis cette date, il y a plus que depuis 2018, pardon, la loi 2018 a rénové, réorganisé les CPC. Il n'y en a plus que 11 qui sont interministériels. Et ce sont plus tout à fait les mêmes modalités de fonctionnement que celles qui étaient en place à l'éducation nationale auparavant. C'est pas du tout le même débat, ce sont pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, il n'y a aucun doute. Et il n'y a pas de transparence du tout non plus. Alors, je suis allée considérer le programme biennal, hein, puisque c'était dans la question, il y avait une allusion au programme biennal. Je me suis dit, bah, tiens, je vais aller regarder, en effet. Et j'ai lu donc une partie de ce programme qui est dans le BO numéro 14 du 6 avril 2023. J'ai surtout consulté, parce que c'est quand même fastidieux, les CPC de construction, industrie et services aux entreprises. Mais du côté de l'éducation nationale, il n'y a aucune création, hein. Il n'y a que des rénovations. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de créations de nouvelles certifications professionnelles, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent, au ministère des Armées et au ministère de l'Intérieur. Et la CPC Services aux entreprises est pleine de certifications professionnelles du ministère de l'Intérieur, ce qui a attiré mon attention. Mais voilà, c'est tout. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'ils étaient spécialisés dans les services aux entreprises. J'ai trouvé que c'était une anecdote amusante. Alors, je vais concentrer mon propos sur la réindustrialisation de la France, parce qu'elle fait l'objet du grand plan d'investissement France 2030 qui a été lancé en 2021 par le président Macron. C'est un plan qui dispose de 54 milliards d'euros. Et ce projet de réindustrialisation de la France est au cœur des discours télévisés du président Macron, et elle fait partie des objectifs de son programme de réforme annuelle, hein, c'est une réforme par an dans l'enseignement professionnel. Donc voilà, il y a des réformes sans arrêt. Et en mai 2023, lors d'une conférence de presse, le président Macron a annoncé la fermeture, donc on est en mai, hein, dès la rentrée de septembre, de formations qu'il appelle non insérantes, pour les remplacer par des formations industrielles et en informatique. Et dans ce discours, hein, comme dans les 12 mesures promues, hein, qu'on peut trouver sur le site EduScol, le président de la République propose également un ajustement précis de l'offre de formation des lycées professionnels au tissu économique local dans lequel ils sont insérés, soit une adéquation la plus fine possible entre la formation et l'emploi. Et pourtant, comme l'a rappelé Vincent, Lucie Tanguy et d'autres, des tas de travaux ont montré que l'adéquation était un mythe. Donc je vais pas donner des réponses, hein. Je n'ai pas de réponse à donner. Je vais vous inviter à questionner les liens entre les diplômes professionnels et cette politique de réindustrialisation de la France. Et comme pour faire de la prospective, il faut revenir dans le passé,
et faire une sorte d'état des lieux. C'est ce que je propose de faire, bon, assez rapidement évidemment. Alors tout d'abord, hein, il faut quand même rappeler que même si les diplômes jouent un rôle hein, sur le marché du travail et qu'ils peuvent constituer un levier dans le renouvellement de la main-d'œuvre, ils ne sont pas pour autant responsables du fonctionnement du marché du travail. C'est pas non plus le ministère de l'Éducation nationale qui crée les emplois, qui alloue les salaires et qui gère les carrières. Autrement dit, il ne suffit pas que l'offre de formation s'enrichisse de nouveaux diplômes pour que en plus il n'y en a pas, pour que la réindustrialisation ait lieu, ni pour que les jeunes préparent ces diplômes et cherchent un emploi corrélé à leur formation. Et par ailleurs, ces nouveaux diplômes ne sont pas inscrits au programme. Donc on sait pas. On peut se demander quels diplômes vont préparer les jeunes qui doivent contribuer au réarmement industriel de la France, hein, je cite le président. Donc quels diplômes? Ceux dans lesquels ils ne souhaitent pas s'orienter, sachant que les formations industrielles sont très peu attractives en dehors du numérique. Il faut noter que dans les formations industrielles, et c'est même vrai en BTS, hein, les sections de formation industrielles font très rarement le plein. Et c'est aussi pour remplir les sections de BTS hein, que des quotas de bacheliers professionnels ont été imposés aux établissements qui préparent des BTS. Donc ces quotas de bacheliers professionnels ont été imposés, ont été proposés d'abord aux enseignants, et comme ils n'ont pas tellement respecté cette mesure, alors qui n'était pas encore imposée, ben maintenant c'est le recteur qui impose ces quotas directement aux sections de BTS. Alors si les formations industrielles sont aussi peu attractives, c'est pour différentes raisons, dont bien sûr celles qui tiennent au mode de travail et d'emploi, il n'y a aucun doute, mais une bonne part d'entre elles quand même résultent des politiques qui ont été menées en France et qui ont marqué non seulement les familles, mais également les territoires, et on a tous en tête hein, les exemples du Nord et de la Lorraine, même si le Dunkerquois aujourd'hui à la côte, il suffit de se promener dans le Nord ou en Lorraine pour voir que quand même, voilà, il y a une forme de déclin industriel qui a profondément marqué les territoires, et ça peut être des fois tout à fait poignant. Alors, si l'on parle de réindustrialisation, hein, c'est parce qu'il y a d'abord eu désindustrialisation, et Vincent en a parlé. Hein. Le déclin industriel n'est évidemment pas un phénomène naturel, et de nombreuses familles populaires, dont celles des élèves de lycée professionnel, on en fait la mère expérience. Hein. Par conséquent, il ne suffit pas de remodeler l'offre de formation et de faire des promesses d'insertion professionnelle pour attirer les jeunes, qui sont justement, voilà, qui savent très bien hein, ce que peuvent provoquer le chômage et les précarités, parce que dans la plupart des familles de ces élèves, on sait ce que c'est, on a vécu le chômage et les précarités, ou on le vit encore. Alors c'est un mot difficile, hein, la désindustrialisation de la France résulte de politiques publiques et de politiques d'entreprise, que j'ai quand même eu l'occasion d'observer, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à l'enseignement professionnel, et en l'occurrence depuis 1982. Alors ma thèse de doctorat portait sur les CAP de mécanique industrielle et de mécanique couture, qui ne menaient plus à l'emploi depuis les années 70, tout en accueillant énormément d'élèves. C'était des CAP qui géraient des flux d'élèves, alors que ça ne menait plus à l'emploi, donc on était très loin de l'adéquation formation-emploi. Donc c'était des CAP de gestion des flux scolaires qui participaient aux politiques d'élévation du niveau d'éducation et de massification du second degré, parce que si la massification, l'explosion scolaire a pu avoir lieu dans les années 60-70, c'est aussi grâce à l'enseignement professionnel et au CAP, qui était censé disparaître de l'enseignement scolaire, mais qui, au contraire, a vu ses effectifs exploser. Donc là, c'est un des paradoxes intéressants à souligner. Depuis les années 70, là aussi Vincent l'a dit, donc je poursuis, hein, les fermetures d'usines, les délocalisations se sont succédées, l'externalisation d'activités par des grands donneurs d'ordre qui ont souvent étranglé les PMI avec lesquels ils travaillaient, les transferts de technologie, et bien sûr la transformation des appareils de production et des organisations du travail a joué également un rôle dans cette histoire. Mais donc on a un déclin industriel qui est quand même dont on n'est pas seulement victime, hein, qui est aussi tout à fait organisé. Je rappelle que la France était à la pointe de la production des machines à commande numérique, et elle l'est plus du tout. Elle a perdu cette première place de manière tout à fait organisée. Il y a des thèses là-dessus.
Alors toutes ces évolutions ont été justifiées hein, par la nécessité de moderniser l'économie, de l'orienter, alors on ne parlait pas comme ça avant, mais c'est un anachronisme, mais je vais l'utiliser quand même, c'est l'orienter vers l'économie de la connaissance. Et la politique de hausse du niveau d'éducation n'a pas non plus joué en faveur du secteur industriel, au moins sur le territoire national. Hein. Et je fais aussi là aussi une petite incise, hein, c'est quand Lucie Tanguy a remis son rapport qui s'appelle Quelle formation pour les ouvriers et les employés en France, hein, c'est en 90. Donc Lucie Tanguy défend les CAP industriels et la diversité de l'offre de diplômes, alors qu'on est en pleine voilà, expansion scolaire et on est dans l'objectif de mener 80% du classage au niveau du bac. Donc Lucie Tanguy dit qu'il faut quand même préserver les CAP industriels et faire autrement et pas voilà, miser tout sur le bac parce que ça va poser des problèmes. Mais comme vous le savez, ce rapport a été enterré. Il avait été commandité en raison de désaccords internes aux dirigeants en place, hein, puisque le secrétaire d'État à l'enseignement technique n'était pas d'accord avec la politique de son gouvernement. Bah, il a été supprimé, ce secrétariat d'État, et le rapport a été alors, il a été publié, hein, mais au sein de la direction des lycées et collèges à l'époque, Christian Forestier a estimé que tout ça était très ringard, archaïque, et il n'était pas question qu'on suive de telles préconisations. Alors, dans les années 80-90, les CAP sont supprimés les uns après les autres. Alors c'est partie des travaux que je mène, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler de manière aussi forte. Hein. Ils sont considérés comme trop liés à l'artisanat et à l'industrie. Autrement dit, à des secteurs traditionnels, sans grand avenir, c'est pas là que voilà, se situe l'avenir de la France. Il représente un ancien monde et de nombreux responsables politiques, comme de nombreux chercheurs, hein, estiment que la baisse du nombre des ouvriers non qualifiés est le signal de la fin des emplois d'exécution, du monde ouvrier, et ce sont les machines qui vont réaliser le travail. Beaucoup de gens en sont persuadés, alors pas tous les chercheurs, hein, bien sûr, mais dont les Tanguy, mais beaucoup de sociologues, en l'occurrence, participent aussi à cette croyance, puisque, on le sait depuis, hein, c'est une croyance. Alors, le ministère de l'Éducation opère à bas bruit pour éliminer les CAP de l'enseignement professionnel. Il opère à coup de petites mesures, mais les grandes organisations patronales ne sont pas toutes aussi discrètes. Hein. En 1995, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui était à l'époque vraiment une des plus grandes organisations confédérations patronales de France. Bon, elle reste, hein, mais elle a été supplantée par les services. Elle réclame la suppression des CAP d'ajusteurs, fraiseurs, tourneurs, voire de tous les CAP industriels, voire du CAP, tout simplement. Alors les arguments de cette confédération patronale hein, tiennent autant à l'emploi qu'au faible niveau scolaire des élèves, parce que c'est vrai qu'en CAP, on en voit beaucoup, alors Bernard Desclaux n'a pas dit, mais on en voit beaucoup d'élèves très faibles. Hein, il faut qu'on poursuive les études, il faut monter le niveau d'éducation. Donc on garde dans le système éducatif des élèves en très grande difficulté scolaire et on les envoie en CAP, dont les élèves de l'enseignement adapté, hein, les fameux SECPA. Alors l'UMM dit les élèves sont pas bons, le niveau monte, pourquoi conserver le CAP dans de telles conditions? On n'a qu'à le supprimer et puis on garde le BEP et le bac pro et on n'a plus besoin voilà, de conserver le CAP, sachant que le ministère n'a pas non plus l'air très favorable au CAP puisqu'il les supprime les uns après les autres. Alors le ministère me charge de réaliser une étude hein, sur ce sujet, puisque j'en ai réalisé plusieurs sur la même question, une question assez directe, hein, faut-il éliminer ce ou ces CAP? Alors j'examine les comptes rendus des commissions professionnelles consultatives, j'observe des réunions avec les partenaires sociaux, je mène divers entretiens avec les employeurs, et j'observe que les divergences internes au patronat sont très vives, et que si les grandes entreprises souhaitent en finir avec le CAP, c'est aussi parce que c'est un diplôme emblématique de la qualification ouvrière, hein, Vincent l'a dit, donc emblématique de la qualification ouvrière, du monde ouvrier, mais aussi de ses luttes syndicales. Et donc voilà, ça c'est une hypothèse que je fais, qui est forte, hein, mais il me semble que c'est aussi ça, en finir avec le CAP, c'est aussi voilà, en finir avec toute une histoire ouvrière qu'on voudrait voilà, considérer comme révolue, appartenir au passé. Et un peu plus tard, en 97,
un haut dirigeant de l'UMM m'accorde un très long entretien. Alors normalement c'est pour une revue, hein, c'est un entretien qui doit être publié dans une revue, mais finalement il va s'auto-censurer parce qu'il estime que cet entretien est un peu trop modernisateur, un peu trop, voilà, il rue un peu trop dans les brancards, parce qu'il me dit, hein, donc j'ai eu l'entretien, mais je n'ai jamais pu m'en servir vraiment, qu'il n'y a plus de raison de conserver des activités industrielles en France, parce que les ouvriers sont beaucoup trop chers, sont beaucoup trop exigeants, alors qu'au Vietnam, alors il me cite le Vietnam et les pays de l'ancien bloc soviétique proposent voilà, une main-d'œuvre infiniment moins exigeante, infiniment moins coûteuse, et que voilà, la modernité industrielle, c'est de délocaliser, c'est d'aller voir ailleurs et de faire autrement, parce que vraiment, il faut rompre avec une vieille histoire industrielle et ouvrière qui vraiment doit être totalement révolue. Alors on le sait, hein, l'UMM n'a pas eu gain de cause sur la disparition du CAP, puisque c'est le BEP qui est mort, alors que c'était celui qui rassemblait le plus d'élèves, mais c'est le BEP qui a disparu. Donc le CAP a été très menacé, hein, puisque il est quand même passé sous la barre des 100 000 élèves en 2000, donc c'était une réduction drastique, hein, en 10 ans il est passé de 457 000 à 145 000, puis moins de 100 000 en 2000, mais il a été relancé. Donc on pouvait penser que le CAP était voué à disparaître, et à un moment, enfin moi on m'a posé des questions directement et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a encore un avenir pour le CAP? Mais finalement, c'est lui qui survit. Alors je dis survit exprès parce que sa position est quand même pas tout à fait bénéfique, hein, mais néanmoins c'est le BEP qui a disparu, donc il n'y a plus que le CAP et le bac pro avec le brevet professionnel, hein, mais qui sont dans l'enseignement professionnel, donc on a une métamorphose assez radicale et qui n'était pas forcément celle qu'on attendait. Alors, comme je l'ai souligné dans pas mal d'articles hein, sur le CAP, reconstruire un diplôme est beaucoup plus difficile que de le détruire. Et convaincre des jeunes de se former dans des spécialités industrielles qui ont été discréditées, juxtaposées parfois dans des diplômes transversaux dont les chercheurs, comme Emmanuel Canson, montrent que les employeurs peinent à les identifier, à les trouver utiles, tout en associant ces formations industrielles à des jeunes en difficulté, en très grande difficulté scolaire, c'est quand même une opération à risque. Hein. C'est pas gagné de revaloriser un diplôme dans de telles conditions. En plus, hein, l'identification de l'industrie au chômage de masse, avec la pénibilité du travail, l'usure des corps, on ne peut pas dire que ces éléments interviennent en faveur de l'attrait des métiers industriels, parce qu'on a beau dire que ce sont les machines qui font le boulot, c'est quand même pas. Enfin, il suffit de visiter une usine pour voir que c'est pas si simple, hein, et que toutes les usines ne sont pas ultra modernes. Alors, en plus, bon, quand on regarde un peu, enfin, parce que la réindustrialisation n'est pas gagnée, moi j'enseignais à l'université de Picardie pendant des années, et la Picardie, alors là, on entendait régulièrement voilà, des fermetures d'usines, des fermetures d'entreprises, même Whirlpool, donc des fleurons industriels fermés les uns après les autres. Et quand on regardait les trois premiers secteurs recruteurs de main-d'œuvre, c'était la santé, c'est-à-dire c'est l'hôpital, hein, c'est la santé, après c'est l'éducation, c'est les écoles, les collèges, les lycées, l'université. Et la première entreprise qui arrivait en troisième position après la santé et l'éducation, c'était la SNCF. Autrement dit, une grande entreprise publique qui, là, est en peine de recrutement, mais qui, à l'époque, se délestait d'une partie de sa main-d'œuvre. Donc, voilà, si on supprime l'emploi public, il ne va pas rester grand-chose si on en attend une réindustrialisation qui ne va pas arriver immédiatement. En plus, les industries ont quand même beaucoup pratiqué, et là aussi il y a beaucoup de travaux là-dessus, hein, l'intérim, les contrats à durée déterminée, en plus des licenciements massifs. Donc, convaincre les jeunes de s'y former est loin d'aller de soi. Alors bien sûr, pour réindustrialiser la France, il faut certainement des diplômes, là on est d'accord, hein, mais il faut aussi des diplômés, quoi. Donc il faut bien que des jeunes aillent se former. Comment inverser une tendance qui a duré des décennies et qui a produit donc ce fameux déclin industriel, qui est quand même une production politique, hein, qui n'est pas que le résultat de choix d'acteurs individuels. Hein. Quelles garanties peuvent être offertes aux jeunes formés alors que différents acquis sociaux ont été supprimés les uns après les autres,
et que leur départ en retraite sera plus tardif qu'auparavant. Comment gagner leur confiance si les conditions d'embauche, les salaires et les carrières offrent peu de promesses? Ce sont ces questions. L'éducation nationale ne peut pas répondre toute seule à ces questions. Il faut bien se les poser quand même, hein. Alors si je me réfère à la communication qui accompagne France 2030, donc grâce au SICUR, je suis allée regarder des sites que j'aurais pas forcément tout de suite consultés. On peut lire à propos du grand plan d'investissement, hein, donc France 2030, on a France Travail, France Compétences, France Machin, France 2030. Il s'agit, alors je cite, hein, de faire émerger les futurs champions dans nos filières d'excellence et de positionner la France en leader de l'économie de demain. Donc je me dis c'est quand même extrêmement ambitieux. Donc la France doit être le premier producteur d'industrie culturelle au monde et le leader de l'économie de demain. Il y a voilà, surtout avec un déficit budgétaire, je ne sais pas, mais ça va pas être facile. Alors je regarde en ce qui concerne la formation professionnelle. Alors sur le site de France 2030, sur la formation professionnelle, il n'y a pas grand-chose. Donc je clique sur l'onglet éducation et formation, qui est censé indiquer toutes les actions en cours, mais il n'y a rien. En fait, l'onglet est vide. Donc je me dis, tiens, il n'y a donc pas grand-chose en termes de formation. C'est étrange, puisqu'il est question de former des jeunes et d'autres, hein. Et c'est marqué, hein, c'est une des conditions exposées pour réindustrialiser la France, hein. Et dans la page 11 du dossier de presse, puisqu'il y a un dossier de presse, qui parle d'ailleurs de 34 milliards et pas de 54 milliards, donc je me demande où sont passés les 20 milliards qui manquent. Et donc, dans le dossier de presse, il y a des grands objectifs et des conditions à réunir. Et la condition 4, je cite, c'est soutenir l'émergence de talents et accélérer l'adaptation des formations aux besoins de compétences, des nouvelles filières et des métiers d'avenir. Alors là, il y a la formation, là, les questions de formation, mais la formation dont il est question concerne surtout l'apprentissage, qui effectivement a le vent en poupe, mais plus de la moitié des apprentis aujourd'hui sont dans l'enseignement supérieur. Donc c'est l'apprentissage, les salariés et les demandeurs d'emploi. Ça fait 400 000 personnes par an, hein, disent les ceux de presse, et je ne vois rien sur l'enseignement professionnel. Alors je vais regarder le site du ministère de l'économie, qui est un peu plus précis, enfin un peu, puisqu'il annonce 34 000 nouvelles formations diplômantes aux métiers d'avenir ouvertes en 2022 et 2023, mais on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Donc je ne sais pas de quelles formations diplômantes ont été mises en place, qu'est-ce que ça concerne, quel métier, j'en ai aucune idée. Donc le flou est notable. Je vais me référer là maintenant à un rapport d'inspection générale, alors des inspections générales de 2023, hein, qui est intitulé Les tensions sur les effectifs de compétences dans l'industrie et dispositifs de formation associés. Alors ce rapport est intéressant, hein, puisqu'il rappelle que l'emploi a beaucoup diminué depuis 1974 dans l'industrie, et que si l'industrie a créé plus de 100 000 emplois depuis 2017, en fait, il ne s'agit pas vraiment de création d'emplois. Et ce qui pose question, c'est pas en fait l'industrie, c'est pas des nouveaux métiers, c'est le remplacement des 966 000 retraités qui vont quitter la vie active jusqu'en 2030, et c'est ça qui est en jeu. Ce rapport souligne que les personnes formées sont souvent des chômeurs, passés par la formation continue, et qu'ils peinent à s'insérer. Donc ils sont formés à des formations industrielles, mais ne s'insèrent pas bien. Voilà. Il souligne aussi que le taux d'insertion des diplômés de CAP et de BTS sont déclarés globalement faibles. Donc on peut s'inquiéter d'attirer des jeunes dans l'industrie si les formations ne mènent pas à l'emploi. Et puis le rapport souligne, ce qui nous est familier et qui a été beaucoup souligné par le CEREC, c'est qu'une part des jeunes qui sont formés dans l'industrie choisissent de travailler dans d'autres secteurs d'activité. Ils peuvent être formés à l'industrie, ils n'ont pas forcément choisi, ils ont pu choisir de s'orienter dans l'industrie, mais finalement, les stages leur ont montré que c'est pas forcément là qu'ils avaient intérêt à aller, et donc ils n'y vont pas. Et pourtant, donc moins de la moitié des jeunes formés dans l'industrie y occupent un emploi,
dit le rapport de l'inspection générale, hein, qui est conforté aussi par les travaux du CEREC et de l'INSEE, hein. Et pourtant, quand même, le secteur manque à la fois de techniciens et d'ouvriers qualifiés. Alors ça fait longtemps, hein, que cette pénurie de main-d'œuvre est signalée, mais elle n'a pas été affrontée, sans doute parce qu'on pensait que ce ne serait pas utile ou qu'on ne pensait pas qu'il y aurait un réarmement industriel prévu aujourd'hui. Alors ce rapport, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce rapport plaide pour une communication dédiée à redorer l'image de l'industrie et celle du lycée professionnel, parce qu'il n'en est quand même pas beaucoup question ailleurs, hein. Donc le rapport dit, mais il y a quand même l'enseignement professionnel, par le lycée professionnel, il faudrait quand même qu'on redore l'image de ce lycée, il faudrait qu'on attire des enseignants avec de nouveaux modes d'affectation, avec des nouveaux salaires. Bon, alors ça, il n'y a pas, comme vous le savez, il n'y a pas que le lycée professionnel qui sont impliqués par de telles demandes, hein, mais en tout cas, voilà. Et puis, ce qu'il dit aussi le rapport, c'est de se tourner vers des formateurs qui sont issus d'entreprises industrielles, mais ça, on en a encore, il y en a encore beaucoup dans les lycées professionnels, hein, parce que malgré la masterisation, bah, le master en chaudronnerie n'existe pas, et donc la plupart des professeurs du lycée professionnel de pratique professionnelle viennent encore, hein, des métiers et des professions auxquelles ils vont former. Donc ça, c'est pas tellement inédit, au contraire, c'est une espèce de tradition que la réforme d'Arcos avait voulu certainement interrompre, mais c'était absolument impossible. Et puis, alors, page 3 de la synthèse du rapport, il est écrit, je cite, hein, la superposition des instances de gouvernance actuelles ne permet pas de porter les ambitions de réindustrialisation, et plus loin est évoquée l'absence de prospective. Donc, on voit, hein, qu'entre les discours, les grands projets affichés et les moyens mobilisés, qui sont consacrés principalement au développement de l'apprentissage, mais pas de l'apprentissage vers... en plus, l'apprentissage industriel n'a jamais été très développé en France, hein, et c'est pas les moyens qui sont donnés à l'apprentissage aujourd'hui qui vont favoriser cet apprentissage industriel, puisque c'est plutôt vers l'enseignement supérieur, et c'est beaucoup de masters d'écoles de commerce et d'ingénieurs, hein, qui deviennent apprentis aujourd'hui, donc on est loin de nos ouvriers qualifiés et nos techniciens. Donc l'écart est très important. Alors souvent, quand il y a des problèmes de recrutement de main-d'œuvre, quand il y a des métiers à tension, etc., on fait appel aux filles. Donc je vais juste faire une petite incursion sur le genre. Mais c'est rarement faire appel aux filles pour qu'il y ait la parité ou pour qu'il y ait plus d'égalité entre les filles et les garçons que ce soit à l'école, dans les formations professionnelles ou dans les usines ou dans les industries, puisqu'on parle de ça, hein. Le système éducatif régulièrement est appelé à réduire la division sexuelle du travail, mais c'est pas lui qui peut le faire tout seul. Et on le voit bien puisqu'il y a régulièrement des initiatives nationales, hein, qui ont été prises depuis plus de 40 ans, mais au moins depuis 40 ans. Et souvent, c'est quand on manque de filles, hein. Quand la RATP fait appel aux filles, quand la SNCF demande des conductrices de métro ou de TGV, c'est parce qu'elle peine à recruter des chauffeurs et des conducteurs. Dans le numérique, hein, dans le numérique aussi, on fait beaucoup appel aux filles, mais là aussi, les travaux des chercheurs, hein, montrent que c'est parce que ces industries peinent aussi à recruter des hommes. Donc, quand on peine à recruter des hommes, on fait appel aux femmes. Donc, c'est pas forcément comme ça qu'on va réduire la division du travail. Et puis, ce que montrent aussi beaucoup de travaux, hein, comme ceux de Clotilde Marchand ou d'autres, c'est que quand les filles s'orientent dans des formations masculines, elles sont pas forcément très bien traitées dans la formation, mais elles sont pas non plus très bien traitées sur le marché du travail, puisque on les recrute pas forcément, parce que ce sont des filles. Et qu'une fille, voilà. Alors moi, je cite un employeur que j'avais rencontré, il m'avait dit: «Oh, les filles, ça fout la merde». Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, voilà, il y avait plein de petites histoires, l'attraction sexuelle, je ne sais pas, des rivalités de coq, je ne sais pas. En tout cas, il faut pas recruter des filles, et puis en plus, il faut des vestiaires, il faut des toilettes pour filles. C'est un coût, donc c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement qu'on peut recruter des filles dans les métiers masculins ou les secteurs d'activité très masculins. Et un petit bref du CEREC que voilà, vient de faire, enfin en 2023, donc c'est pas tout à fait récent, mais a fait un petit travail sur les inégalités de genre en début de vie active, et le titre du bref, c'est un bilan décourageant. Donc les inégalités de genre en début de vie active, voilà, c'est pas non plus gagné. Euh, Dernier point, hein, c'est sur l'adéquationnisme local. Bon, je me suis exprimée
dans des interviews là-dessus, c'est que l'adéquanisme local, non seulement il n'est pas possible, mais il n'est pas forcément souhaitable. Est-ce que vraiment l'objectif, c'est de permettre à des lycéens professionnels de certains endroits d'aller trouver du travail en traversant la rue, hein, comme l'avait dit le président Macron? Est-ce que c'est possible déjà? Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'enclaver, d'assigner à résidence les lycéens professionnels et alors qu'on promeut la mobilité, la polyvalence, voilà, est-ce que là, cette politique n'est-elle pas totalement inverse à ce qui avait été fait auparavant et de quelles promesses il s'agit si c'est voilà, assigner à résidence, empêcher la mobilité et, euh, et subordonner des lycéens à des industries qui peuvent délocaliser ou qui promettent de relocaliser sans le faire, parce que je pense à ArcelorMittal. Hein. Dans le Dunkerquois, on parle beaucoup d'ArcelorMittal, mais quand vous regardez le passé récent d'ArcelorMittal, il n'est pas forcément très glorieux entre le traitement de la main-d'œuvre et la pollution de fausses sur mer. Je pense qu'il y a de quoi aussi discuter. Voilà.